Le Grand Nord a toujours fasciné les explorateurs. Depuis l'aube des temps, ces terres glacées déterminent une frontière hostile, mythique. Le Septentrion, le Nord extrême. Pour cette nouvelle expédition, Francis Le Guesne et son équipe partent sur les traces des fabuleux navigateurs vikings. Leur périple va les conduire de l'Islande au Groenland. Leur objectif, découvrir qui étaient ces hommes, jusqu'où sont-ils allés. Notre histoire commence dans les pages jaunies d'un manuscrit du XIIIe siècle qui raconte un fabuleux voyage, la saga d'Éric le Rouge. Venus de Norvège, c'est autour de l'an 860 que les Vikings abordent une terre nouvelle. Simplement peuplée de quelques moines irlandais vivant reclus, les Vikings prennent facilement possession de l'île. Ils la baptisent Iceland, le pays des glaces. C'est pourtant une île verdoyante, façonnée de paysages à couper le souffle que découvre l'équipe. Accompagnés de leur guide islandais, Ingi, de son vrai nom Ingimundur Thor Thorsteinsson, l'expédition embarque pour un voyage dans le temps. Première étape, se rendre sur les lieux mêmes des premiers débarquements vikings, dans l'extrême sud de l'Islande. C'est là qu'ils sont arrivés en premier, alors. Oui, c'est là. Là, on n'est pas là. Tu le sens? Oui, oui. T'es pas un petit peu viking, toi? Peut-être que j'ai un petit peu de sang viking, ouais. Ouais. Elle est pas mal ici. On ne sera pas embêté par les voisins. Ça, c'est certain, là. Regarde, c'est immense. L'aridité de ces plaines de cendres noires rappelle l'incroyable activité volcanique de l'île. L'Islande ne compte pas moins de 30 volcans en activité et d'innombrables grottes. Ça, c'est la mer qu'il a creusée, alors. Ah oui. Elle est où la mer, là? Regarde un peu. Ah, elle a 3 km, hein, mon cher. 3 km? 3 km. Tu sais, et avant, il y avait quand même, oui, les bateaux et tout ça, mais... C'est là qu'ils ont abordé. La raison exacte qui mena les navires vikings jusque sur les côtes islandaises demeure toujours un mystère pour les historiens. Mais la tradition veut que ces exilés aient fui la tyrannie du roi de Norvège et les querelles fratricides. Ils seraient alors partis en quête de nouveaux territoires à conquérir. Ces grottes, qui se trouvaient autrefois en bordure de plage, ont sûrement été leur premier refuge. Marins sans peur, barbares réputés sanguinaires, les Vikings n'en étaient pas moins effrayés par les créatures qu'ils imaginaient vivre dans l'ombre. Confrontés à un tel environnement, ils pensaient donc avoir atteint le domaine des dieux, un monde peuplé de géants, de trolls et d'elfes, de dragons et de serpents souterrains. On raconte que les dieux faisaient vivre les nains ici, tu sais. C'est un des 9 mondes vikings. Les nains qui venaient chercher l'or, ils étaient condamnés à rester ici. S'ils sortaient et qu'ils voyaient le soleil, ils étaient transformés en pierre. Alors on a des nains partout. Le mystère qui émane de ces lieux a certainement entretenu toutes sortes de croyances. Imagine à la lueur des torches, les légendes, le dragon, il est là, tu vois. Moi je le vois, le dragon, là. Une forme de lave cordée, mais ça ressemble à un dragon, un serpent, tu sais. Le serpent du monde, ils appellent ça. Ouais. Il vivait ici avant qu'Odin le jette à la mer. Parce qu'ici, on est dans le royaume de Hel, les enfers. Juste au fond de la terre. Et donc, quand ils sont arrivés là, sur cette plage, les Vikings,
Ils n'ont pas habité, ils n'ont pas séjourné dans les grottes comme ça? Ah si, il y a toutes les gens quand même qui ont profité des grottes comme ça, un peu partout. Ouais. Au début, mais sinon, ensuite, ils ont construit des maisons. Ouais. Il est fort probable qu'ils aient séjourné. Oh, ouais. Guy, on dit que le mouton, c'est le meilleur du monde, l'Islandais, c'est vrai? Ah, et l'agneau? L'agneau, ouais. Ouais. C'est vraiment pas un pays comme les autres. Ah, on ne dit pas bon appétit là dans ce pays. On appelle tout simplement les gens comme ça à table en disant, très souvent on dit tout simplement mater. Oui, ça veut dire nourriture. Bah, c'est... Ça me va, écoute. N'est-ce pas? Ça fait assez viking, ça. À manger, quoi. Cette grotte hors du temps pourrait être la salle du banquet d'Odin. Et je rêve au dieu des sagas éparpillant les étincelles du feu Muspel pour créer les étoiles. Laissant derrière nous les superstitions et les divinités vikings, nous partons à la rencontre de la seule véritable force qui régit toute chose en Islande, la nature. Et pour faire face, rien de tel que les spécialités vikings. Essayez le poisson séché, René? On dirait de la paillasse que tu bouffes. Le capio, ça c'est ce qu'on peut sécher. Et salé, ça c'est ce qu'on appelait la morue. C'est bon. L'équipe s'apprête à gravir l'un des 4 plus grands glaciers islandais, le Myrdalsjökull. Ce monstre de glace couvrant près de 600 km² est craint des Islandais comme il était autrefois des Vikings. Les éruptions régulières du volcan qui l'abrite donnent lieu à des débâcles glaciaires d'une rare violence. Ces dernières inondent et détruisent tout sur leur passage, tels des raz-de-marée. Mais ce glacier cache aussi quelques merveilleux secrets au cœur de ses entrailles. C'est bon, parfait là. Ok. Elle est là, la légende. Ça, c'est le gouffre mort, hein, donc celui qui avance avec le glacier. Voilà, c'est ça. Les autres actifs sont là-bas. Ouais, celui qui là le monte. Et là, il y a un volcan en dessous. Oui, plus haut, là. À 1400 mètres. C'est-à-dire que c'est le même phénomène que dans les Alpes, avec en plus les sources chaudes et la chaleur du volcan. Ouais, des fois, on sent le soufre Là, on sent, régulièrement. là. Ouais, comme là, exactement là. Mélange du feu et de la glace. D'ailleurs, dans la mythologie nordique, c'est un truc important, ça. Feu, glace. C'est Muspelheimur Neplemar, c'est là où ils se rencontrent. Kinnungagap. On étend le Kinnungagap. Hein. Kinnungagap, voilà le mot que je cherchais. Voilà, Kinnungagap. Le gouffre du monde, l'origine du monde. Ouais. Kinnungagap, la vraie langue viking. L'islandais, c'est le viking tel qu'on le parlait. Voilà, c'est ça. OK, ready? Yeah. Allez. Oh, attends. Okay. To go. Now, Master, what you do, Yeah. and you can let go of this. It's a fully automatic brake. Er það nú lágt? Jummarnir eru það lítið mikið í. Je vois pas le fond encore. Sous le regard attentif de Carley, le glaciologue islandais, j'entame la descente dans le gouffre du monde. Et je sais que je n'ai pas droit à l'erreur. Au fond du puits, je débouche dans une galerie sur le lit du glacier. Je sais qu'il avance, même s'il semble immobile au-dessus de ma tête. Il ne faut pas trop tarder. De la soie. Yes! Voilà. Allez, on est là. Là, il y a le climat d'hier, là.
le climat d'hier. Ah ouais, ouais, ouais. La neige s'est accumulée ici depuis des centaines de milliers d'années. La glace ainsi préservée conserve la mémoire des conditions climatiques de différentes époques. Un véritable trésor pour les scientifiques. Tiens, regarde. Donc, ça c'est le glacier en mouvement, ça. Ah ouais. Vous voyez la forme? Puis on voit le mouvement par là, celle-là aussi. Ah ouais. Il avance jusqu'à 150 mètres par an. Ouais. Autrement dit, si ça bouge d'un coup, là, Ah ouais, pas ça on arrive. prend tout sur la tête. Ça, ouais, ouais. Jusqu'où mènent toutes ces galeries creusées dans le ventre du glacier? Jusqu'au feu originel? Qui sait? Mais le risque est trop grand pour continuer. Ici, c'est le domaine des dieux. Continuant sa route vers l'ouest, comme les Vikings en leur temps, l'équipe s'engage dans la plaine de Thingvellir. C'est ici que siégeait le Parlement viking, créé en 930, l'un des plus anciens au monde. Les chefs s'y retrouvaient pour décider des lois qui régissaient tout le pays. Et ils n'auraient pas pu choisir meilleur endroit. Malgré leur méconnaissance des phénomènes géologiques, la force des lieux ne leur avait pas échappé. Alors c'est ici qu'il y a la faille, c'est ça? Bah, ça, c'est un ensemble de failles, en fait. Ouais. Là, tu as la plaque américaine. Ouais. Et à l'autre bout de la vallée, là-bas, la plaque eurasienne. Et ça s'écarte en permanence. Et ça s'écarte de beaucoup? 2 cm par an. Ouais. Par an? Ici même, tu étais sur le plus grand rift existant, là, 16 000 km. Et l'Islande, c'est la seule terre émergée, en fait, de ce rift. Ouais. Et puis, il y a la même chose sous l'eau, encore. Ah ouais? Elle doit être trop froide, là, non? 2 degrés. Quoi? 2 degrés. Là, tu plaisantes. Tu vas voir. Francis ne peut lutter contre l'envie de plonger au cœur de la faille, à l'intersection même de 2 continents. À cet endroit, un lac s'est formé. Mais en raison de la température de l'eau, les plongeurs doivent se plier à un rituel bien particulier. Une longue et minutieuse préparation commence. Ils doivent se munir d'un équipement adapté aux conditions extrêmes, spécialement préparé pour l'occasion. Le matériel, comme les hommes, pourrait ne pas résister. Alimentée par des eaux de source qui filtrent à travers la cendre volcanique, l'eau de cette faille est l'une des plus pures et des plus transparentes au monde. C'est un privilège exceptionnel de pouvoir plonger au sein même d'une faille tectonique, là où s'opère la dérive des continents. Ce relief insoupçonné aurait-il lui aussi forgé les croyances vikings? Avait-il conscience de ce trésor d'eau douce au point d'en faire un site sacré? Au milieu des orgues de basalte, la faille semble descendre sans fin, peut-être jusqu'au centre de la Terre. À ma gauche, c'est l'Europe et à ma droite, l'Amérique. Un voyage vertical entre l'ancien et le nouveau monde, comme celui qu'entreprendra plus tard le fils d'Éric le Rouge. Malgré l'attention portée aux préparatifs et l'utilisation d'un matériel de pointe, un incident survient. Le détendeur de secours de Francis se bloque en débit continu, menaçant de vider ses bouteilles en quelques instants. Ouais, tu vois, j'ai pas voulu descendre et j'ai bien fait, hein. Okay. Ça va? Ouais. Il a gelé? Ouais, un détendeur gelé.
Et tu vois, j'ai un espèce de sixième sens, j'ai pas voulu descendre. Je sais pas, je le sentais plus, tu vois, ça descendait, ça descendait. La seconde d'après, ça gelait, tu vois. Là, j'ai les dents, les sinus et les oreilles explosées. Après 1 heure de plongée dans l'eau glaciale, les organismes sont très éprouvés. Malgré l'épaisseur des combinaisons, les plongeurs sont au bord du malaise. Okay. L'Islande est littéralement coupée en deux par cette faille. Chaque jour, les deux plaques s'éloignent un peu plus l'une de l'autre. Ainsi, des lacs se forment. Mais y aurait-il d'autres manifestations de ces soubresauts de la Terre? Malgré la fatigue générale, l'équipe décide de continuer son exploration de l'île. Après les eaux glacées du lac, ce sont des sources bouillonnantes et imprévisibles qui attendent nos aventuriers, les geysers. Face à cette nature violente et parfois presque invivable, la mythologie viking, avec son cortège de dieux vengeurs et de fées, prend tout son sens. C'est sur cette île hostile, constamment battue par les vents et les pluies, modelée par les glaces, les éruptions et les eaux vives, que les Vikings ont pourtant choisi de s'installer. Mais l'Islande était aussi une terre d'exil. Éric le Rouge y trouvera refuge avec sa famille, chassé de Norvège. Henri Kiljan Albansson, spécialiste de la culture islandaise, guide l'équipe sur les traces du plus célèbre des Vikings. Ils mettaient où leur bateau alors? Bon, on pense que tu sais que la mer devait être beaucoup plus haute qu'en ce moment. Ah oui. Et ils avaient un accès presque direct éventuellement. Donc c'était posé là, quoi. Ouais, ils étaient prêts pour l'aventure de ce côté là-bas. Voilà sa maison. Voilà, bienvenue chez Éric le Rouge. C'est comme ça qu'ils faisaient leur maison à l'époque, avec le minimum de matériaux. Je voyais ça un peu plus grand, moi, tu vois. Ah, ça aurait pu, mais ils n'avaient pas assez de matériaux. Ah, il n'y avait pas assez de bois, oui, ça c'était le précieux. bois était trop précieux. Ah, les fameux guerriers vikings, finalement, c'était plus des commerçants que des guerriers, je crois. Mais c'était des aventuriers, des grands aventuriers. Ouais. Ouais. Des grands explorateurs. Explorateurs, aventuriers, c'est vrai. Et alors, ils dormaient là, dans cette petite couche-là? Écoute, ils dormaient à deux dans ces petites couches. Oui, pour lutter contre le froid, pour veiller aussi, pas trop coucher, parce qu'on considère qu'un corps allongé est un corps mort. Donc pour dormir, on restait un petit peu assis comme ça. Ils étaient tout de suite prêts à défendre fièrement leur peau. Exactement, avec ce geste-là, toujours l'épée à la main. Ouais. Une jolie femme à côté si possible, l'épée à la main, c'était un peu leur philosophie. Ou plusieurs femmes. Ou plusieurs femmes. Non, pas trop quand même. C'est génial, hein. On ressent... Alors ça, c'est une reconstitution, mais à l'identique, il était juste là, hein, Éric le Rouge. Elle a été refaite vraiment d'après les plans de base qu'on a retrouvés. Et ce qui est important de noter, c'est que tout ce bois était remporté. La maison est démontable. Ah, c'est ça, à chaque fois, ils partaient avec leur bois. Le principe Ikea n'est pas d'aujourd'hui. C'est tout simplement le démontage de tout ça qui permettait de refaire des maisons dans chaque endroit. Et il est parti comme ça vers l'ouest? Il a pris ces morceaux de maison et il a tenté l'aventure vers l'ouest pour essayer de s'installer sur une nouvelle terre qu'il appelait Terre Verte d'ailleurs, ce fameux Greenland, Groenland, tenter sans savoir s'ils allaient revenir d'ailleurs. Beaucoup sont pas revenus, beaucoup ont laissé leur vie pour tenter l'aventure. En effet, Éric le Rouge débarque au sud du Groenland, l'été de l'an 986, accompagné de seulement 14 bateaux, alors que 25 avaient quitté les ports islandais. L'équipe est en route pour suivre la piste de ces aventuriers, prêts à payer de leur vie la découverte d'une terre promise. Survolant ces terres désertes, j'essaie de me mettre dans la peau des premiers découvreurs. Nicolas Dubreuil nous a rejoints. Il connaît parfaitement la région et fait partie des rares spécialistes à maîtriser la langue inuite. Par contre, les Vikings ont vu ça, hein, avec leur landskip, la voile et la rame. Baptisé par Éric le Rouge Greenland, le pays vert, dans l'espoir d'attirer d'autres colons,
c'est un horizon de glace et de terres arides que découvrent les Vikings venus s'installer au Groenland. C'est le deuxième endroit de peuplement des Vikings, donc tu as beaucoup de ruines dans le coin. Tout à fouiller là. Ah, il y a tout à fouiller. Hein. Et puis, avec le recul des glaces, en plus, on va retrouver les sites vikings tels qu'ils étaient en l'an 1000. c'est possible aussi, ouais. Ils étaient Ouais. plus chauds, tu sais. Là, le relief, ça n'a pas changé grand-chose, mais sur les Non. plaines, ça a reculé sans doute. C'est le campement des archéos, là? Ouais, là, c'est le campement des archéos, là. Ils sont tous là. On fait gaffe, ça glisse. glisse, hein. Attention à ta main. Ouais, c'est bon. Hello. Bonjour, mon nom est Francis Le Guen. Moi, c'est Martin. Enchanté, Martin. Enchanté. Les archéologues commencent tout juste à étudier la civilisation viking du Groenland. Mais on sait déjà que la colonie installée ici ne dépasse à jamais 4000 individus. En raison de leur grand conservatisme, les Scandinaves s'obstinaient à perpétuer le pastoralisme de leurs ancêtres norvégiens. Ils refusaient d'adapter leur mode de vie aux rudes conditions climatiques. Certains d'entre eux eurent la sagesse de chercher ailleurs des terres plus accueillantes. Ceux qui s'obstinèrent périrent sur place, sans laisser de traces de leur culture, contrairement aux Inuits, dont on retrouve des vestiges archéologiques en parfait état. Mousse. Du thé du Labrador, là, t'as vu ça? C'est ça le thé? Ah, ça sent super bon. C'est comme du romarin. Ah oui. Ah, ce sont des carrières, hein. Ah oui. Là, on voit toutes les traces. voir. Hein. Et ça? Regarde. Ah, ça, oui, ça c'est sans doute pour faire une lampe à huile. Ils creusent tout autour comme ça. Ah, après, ils détachent le fond. Et après, ils détachent le fond. Et ils vont creuser à l'intérieur pour pouvoir mettre des petits bouts de graisse de phoque. Et puis, ils vont faire des mèches en vinaigrette pour chauffer. S'il y a ça, il y en a ailleurs. Hein. Ah oui, ça, sans doute. Ah, et puis celle-là, on voit bien. Hein. On voit bien en fait qu'elle est séparée, elle est préparée déjà à être elle est séparée en deux parties. Une grande partie pour mettre la graisse de phoque. Et une petite partie, pardon, une plus grande partie à ce niveau-là, quoi. Par contre, pourquoi ils l'ont laissé comme ça en l'état? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, Pourquoi ils sont ouais. partis d'un coup? Les historiens sont aujourd'hui à peu près sûrs que la disparition des Vikings de ces régions du globe est en grande partie due à un refroidissement brutal du climat à partir de 1200 environ. Mais avant cela, comment vivaient-ils? En quête de réponse, l'équipe va tenter d'accéder au fond d'un fjord où subsisteraient les ruines d'un village viking. Alors là, ça passe pas du tout impossible de passer, c'est beaucoup trop dangereux. Donc on va essayer d'une autre manière, peut-être en passant par la terre directement. Hein. En raison de la marée basse qui empêche l'abordage, l'équipe doit se frayer un chemin à flanc de falaise. Et le site est bien choisi. Hein. Oui. Une esplanade avec la mer qui était plus haute, sans doute. Et là, ils commandaient toute l'entrée du fjord. C'est presque polynésien, en fait. C'est vrai que si c'est à 1000 ans, c'est vraiment incroyablement conservé. Hein.
Ah, le Groenland, Greenland, regarde. Ça. Ils sont pas trompés. Hein. C'est la terre verte par excellence. C'est quoi d'ailleurs? C'est du saule? Ça, c'est du saule arctique, oui. Pardon. Alors l'entrée de l'autre côté, là. Tu vois toutes les pierres qui sont très très bien ajustées. Hein. L'entrée, elle doit être là. Ouais, c'est là. Ah, viens voir le linteau. Ouais. T'as vu l'épaisseur des murs aussi? Ouais, c'est fait pour durer. Hein. C'est ajusté, on se croirait à Machu Picchu. Et donc, il n'y a pas que ce bâtiment. Et puis, tu vois qu'une porte. Hein. Bah, tout autour, en fait, tu as tous les bâtiments de la ferme. Ah oui, là. Ouais. Je crois qu'il y a 5 ou 6 bâtiments. Ah, c'est vraiment un site exceptionnel. En tout cas, ça veut dire qu'ils sont au moins montés jusque-là, nos Vikings. Personnellement, je pense qu'ils ont été beaucoup plus hauts. En suivant la côte, c'est quand même la logique. Les principaux comptoirs vikings se trouvaient à la pointe sud du Groenland. Mais Francis est convaincu que ces aventuriers de génie ont franchi le cercle polaire arctique, longeant les fjords en direction du nord. Mais jusqu'où sont-ils allés? Leurs embarcations étaient-elles de taille à défier les icebergs? L'équipe décide de poursuivre ses investigations dans la baie de Disko. Cette baie est le débouché du glacier le plus rapide du monde. Avançant de 19 mètres par jour, il est le plus grand producteur de glace de tout l'hémisphère nord. Ça bouge tout le temps, ça, non? Surtout de très près, là, ça peut s'effondrer à tout moment. Regarde la faille énorme. Là. Accompagné de Beau et Morten, deux spécialistes de ces plongées extrêmes, l'équipe décide d'aller explorer la face cachée d'un iceberg. Ok Francis, quand on plonge dans l'océan Arctique à proximité d'un iceberg, avant de se mettre à l'eau, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. La taille de l'iceberg, sa composition et quel pourcentage est émergé. Le but est de s'assurer que l'iceberg soit bien stable. Celui-là semble faire l'affaire. Celui-ci est parfait. Tu peux voir sur l'écran, on a toutes les mesures de l'iceberg. En rouge, c'est la partie immergée. Oui, c'est ça. Bien sûr, on ne peut pas voir ce qu'il y a sous l'iceberg. Mais on voit que la surface est bien lisse, ça ne risque pas de casser, on peut plonger en toute sécurité. Il n'est pas bien haut, il n'y a pas de partie d'un côté ou de l'autre qui serait susceptible de se briser et de tomber. Le danger, c'est que l'iceberg se brise dans l'eau. Oui, le danger s'il se brise, c'est que la pression le fasse littéralement exploser et que des blocs entiers tombent dans l'eau. C'est toujours dangereux. Oui, c'est toujours risqué. Quand on plonge près d'un iceberg, le danger est toujours là. Mais avec notre expérience, on limite considérablement les risques. Bon, de toute façon, on va essayer. Sécurité avant tout, les mecs. Hein. On essaie de pas aller profond. 20 mètres, je lui ai dit, maximum. La lumière, qui filtre péniblement à travers la glace, semble faire rayonner l'iceberg de l'intérieur. Sous l'eau, les plongeurs prennent conscience de sa véritable taille. En effet, 90% de sa masse est immergée. Ce qui apparaît comme un glaçon en surface peut se révéler un monstre. Au contact de l'eau de mer, à des températures proches de zéro, ils fond lentement, faisant naître une architecture magnifique mais temporaire. Et lorsqu'un fragment de glace se détache, on croirait un morceau de nuage, filant vers la lumière comme poussé par le vent.
Nageant au ralenti, peut-être engourdi par le froid, une morue arctique entraîne les plongeurs un peu plus bas. À 20 mètres de profondeur, Francis repère une grotte sombre qui s'ouvre dans le flanc de l'iceberg. Nous pénétrons dans un autre monde. Un tunnel sculpté où le mélange des eaux douces et salées nous aveugle par moments. Ce sont des instants de pureté, d'étrangeté, des moments presque mystiques. Nous traversons tout un pan de l'iceberg avant de trouver une autre sortie vers le jour. Mais la surface est verrouillée par les glaces dérivantes. Il faut essayer de retrouver la mer libre. Ces gros blocs peuvent être dangereux et il serait facile dans ce monde glacé de perdre le sens de l'orientation. Nous prolongeons ces moments uniques. C'est le monde à l'envers. Qui sait combien de bateaux vikings se sont retrouvés prisonniers des glaces? Combien d'hommes ont péri ici? Pour savoir si certains d'entre eux survécurent à ce piège, l'expédition poursuit son chemin toujours plus au nord. Direction la baie de Melville. Après plusieurs heures de voyage, le pôle Nord n'a jamais été aussi près. L'équipe se rend dans le village de Kulorsuaq, en quête de traces éventuelles de la culture viking. Oh, la famille. Ici, la mémoire des Vikings est toujours vivace. Les enfants y apprennent à l'école l'histoire du fils d'Éric le Rouge. Ce dernier découvrit l'Amérique, ou plus exactement, ce qui est aujourd'hui le Canada, après avoir quitté le Groenland vers l'an 1000. Mais l'histoire ne dit pas ce qu'il est advenu de ceux qui sont restés là. Aurait-il appris, au contact des Inuits, à chasser le morse, le narval, le phoque ou encore l'ours polaire? Installés dans les régions arctiques bien avant notre ère, les Inuits n'ont cessé de perpétuer ces traditions. La chasse d'un phoque peut paraître barbare aux yeux d'un occidental. Ce petit animal au regard attendrissant est en effet devenu le symbole de la lutte des associations écologiques internationales. Mais cette coutume ancestrale, pratiquée depuis des siècles, n'a rien de cruel.
Elle assure aujourd'hui encore la base de l'alimentation des Inuits, sans pour autant menacer la survie de l'espèce. Ah, la graisse est rose, on dirait un milkshake. Aucune partie de l'animal ne sera jetée. La peau, la viande, la graisse et même les os seront consommés ou récupérés pour d'autres usages. C'est la seule source de vitamines et d'oligo-éléments, ça, parce qu'ils mangent que du gras et de la viande. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir l'équilibre, quoi. Bref, on doit pouvoir s'habituer au bout d'un moment. Ah, c'est pour le moins un rustique. Poursuivant son expédition, l'équipe embarque à bord du Duda Lazo, ancien bateau de la police nationale, reconverti en petit brise-glace. Titus, son capitaine, connaît parfaitement la région et ses dangers. Lors d'une précédente expédition, il a même sauvé Nicolas de la noyade, alors que la glace s'était effondrée sous ses pieds. Au milieu des icebergs, Francis va rencontrer un chasseur solitaire, parcourant sans cesse les étendues glacées à la recherche de proies. C'est ton pote, ça? Ouais, on va aller rejoindre Pita, là. Peter Aronson. On va voir un petit peu Peter Aronson, ouais. On va voir un petit peu ce qu'il est en train de faire. Francis et Nicolas ne peuvent rejoindre Peter avec le bateau. Pour se faufiler au milieu des glaces, le kayak est la seule option. Allô, Peter. Ayungi. So, krieglit mani, sikumi. Francis. On m'a beaucoup parlé de toi. Il a quelque chose à nous montrer. Pas loin? Pas très loin, à peine 2 heures de kayak. Ouais, c'est ça, pas loin chez eux, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Peter emmène les deux hommes pour une découverte de son territoire. Au ras de l'eau, ne faisant d'autre bruit que le petit clapotis des vagues sous leurs rames, Francis et Nicolas découvrent les habitants des lieux. Une faune endémique unique, un spectacle magique dont ils sont les spectateurs privilégiés. De retour sur le Duda Lazo, l'équipe prépare déjà la prochaine expédition. Iklit okralupok ikani, sunana ikani. Atuartut isuat. Atuartut? Isuat pinyartu isuat. Ah, yungila. Nunat. Nunat. Qu'est-ce que ça veut dire, sa vie civique? Sa vie civique, ça veut dire c'est le couteau. Et Vic, c'est le lieu où on fait les couteaux. Ah. Sa vie civique.
Francis est intimement convaincu que les Vikings ont un jour, comme lui aujourd'hui, fait route vers le nord à la faveur de l'été arctique. Mais comment en être certain? Quelles preuves pourraient attester de cet extraordinaire voyage? Les Vikings auraient-ils pu découvrir le pôle Nord bien avant les explorateurs du XIXe siècle? Après 3 jours de navigation, l'île de Savisivik est enfin en vue. C'est peut-être ici que se trouve la réponse à toutes les interrogations de Francis. Je vous rappelle que l'eau est à 0 degré. En combien de temps on meurt dans cette eau-là, tu m'as dit? 3 minutes. Très bien. Et à l'air libre, mouillé? 5. Ça va en même temps. Un choix à faire, quoi. Comme tu dis, ouais. L'équipe essaye d'aborder, non sans mal, faute de ponton. Elle est accueillie par la curiosité et le rire des enfants. Deux mondes se rencontrent, comme il y a certainement près d'1 millier d'années, lorsque les Vikings naviguaient dans ces eaux. Voilà, il y a un chien, ouais. Alors que partout ailleurs le métal était inconnu, les Inuits disposaient d'armes en fer depuis des temps reculés. Un habitant du village aurait récemment fait une découverte pouvant expliquer cette étrange réalité. Elle est là. Ouah, mais c'est d'un poids extraordinaire. Ça fait très longtemps que j'attends ça. Ouais. Très longtemps. Tu connais l'histoire. Une énorme météorite tombée il y a 10 000 ans ici. Tout est creusé comme ça, comme les icebergs. C'est drôle, ça. Oui. Les icebergs de l'espace. Il faut absolument qu'on trouve un vieux ici, tu vois, qui puisse nous raconter les histoires associées pour un peuple chamanique. Tu imagines, trouver du métal qui tombe du ciel et faire des armes avec, ça a dû fortement les marquer. Bien décidés à explorer l'endroit où serait tombée la météorite géante, les aventuriers remontent à bord du Dudalazo, accompagnés d'un nouvel équipier. Aku est l'un des anciens du village. Il est considéré comme un sage et connaît le moindre recoin de cet univers de glace. Il guide l'équipe sur les lieux mêmes où l'explorateur américain Robert Edwin Peary passa des années à essayer d'atteindre le pôle Nord. En 1894, alors qu'il s'est installé avec les Esquimaux pour s'adapter aux difficiles conditions de vie polaire, Peary entend parler de la météorite. Dès lors, il n'aura de cesse de vouloir la localiser. C'est ici même que Peary trouvera non pas une, mais 3 météorites. Voilà l'impact. Oui, quand même, hein. C'est exactement la taille du
une météorite qui est à New York. Effectivement, il n'y a pas de cratère. La plus grosse météorite jamais tombée sur Terre. Il aura fallu 2 voyages et 3 ans d'efforts à Peary et ses hommes pour ramener le plus gros fragment. Pesant 31 tonnes, il est aujourd'hui exposé dans un musée à New York. Plusieurs expéditions ont été menées depuis, et de nombreuses autres météorites plus petites ont été découvertes. Francis pense qu'il reste d'autres fragments, mais peut-être faut-il aller les chercher sous l'eau. Alors il dit qu'elles sont recouvertes par l'eau maintenant. Ah oui, gros. Mais apparemment, elle était vraiment juste au bord. Hein. Ouais. Peut-être que si toi tu peux plonger un peu plus loin... C'est du hasard. Mais... Les plongeurs décident de tenter leur chance. D'autant qu'une mystérieuse épave est signalée au même endroit. S'agirait-il d'un navire viking ? Dans la nuit glaciale, le fantôme d'un navire apparaît. C'est une épave en bois, mais qui ne doit rien aux Vikings. Sans doute l'une de ces innombrables fortunes de mer qui ont perdu le combat contre les icebergs. Aujourd'hui, l'épave est devenue le domaine d'étranges créatures qu'on croirait mi-animales, mi-végétales, adaptées au crépuscule des eaux. Un écosystème arctique très peu connu. Nous sommes sans doute les premiers à plonger ici. Des poissons-loups en maraude, des crabes en armure. Chaque espèce est ici différente de ce que j'ai vu ailleurs. Jusqu'aux algues rouges qui doivent profiter de la courte éclaircie de l'été pour proliférer avant que l'hiver ne fige le paysage sous l'étau des glaces. L'hiver crépusculaire approche. Et ici ne brillera bientôt plus que le soleil des anémones. Au cours de son expédition, indice après indice, Francis a réussi à suivre la piste des Vikings. Depuis les plaines de cendres noires islandaises, dans les entrailles de la terre, comme au milieu des glaces, leur présence est partout. Francis est maintenant au nord du Groenland. Peut-il encore trouver d'autres éléments ? Peut-il espérer d'autres preuves attestant de la présence passée des Vikings si haut dans l'hémisphère nord? Pour mettre fin aux incertitudes, il faut poursuivre le voyage vers une ultime étape. Sur le chemin du retour, à la recherche d'un dernier indice, l'équipe doit rejoindre un village fantôme. Vitres brisées, maisons abandonnées, délabrées. Il règne une ambiance de fin du monde. Loin de toute civilisation, plus personne ne vit ici. Plus personne, ou presque. Des hurlements de chiens déchirent le silence et rendent les lieux encore plus lugubres. Mais ils indiquent aussi que la vie n'a pas encore complètement déserté les lieux. Il reste un seul et unique habitant, gardien de la mémoire des Vikings. Et c'est lui que Francis est venu chercher. Il est peut-être sa dernière piste, son ultime chance.
Bonjour, Peter. Bienvenue. Francis. Thank you. Merci. Asseyez-vous. Satan. Vous vivez seul ici? Oui. Nicholas. Peter possède un trésor, une pierre, mais pas n'importe laquelle. Elle est couverte de runes, l'écriture des Vikings. Nous, Erling Sigvardsson, Bjarni Thordarson et Henrid Oddsson, avons atteint ce cairn le samedi avant le jour de l'arrogation. Cette pierre gravée est l'une des traces les plus septentrionales du passage des Vikings. Dès le Xe siècle, ces extraordinaires aventuriers ont donc bien repoussé les frontières du monde connu. Ils sont les premiers occidentaux à être arrivés si près du Grand Nord. Au terme de ce voyage entre les lignes des sagas, parcourant les mêmes terrains, l'âme des Vikings m'est apparue plus clairement. Mais les textes ne nous disent rien de leur devenir. Le mystère demeure. C'est une autre histoire, une autre expédition. Peut-être.